Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui je vais faire toujours dans mon édition sportive parler de l'équipe du Cameroun, mais pas n'importe laquelle parce que ma génération, je dois l'avouer, nous avons grandi avec la génération des années 2000 qui a été l'une des plus belles, mais je dirais même, si certains gens disent que c'est la plus belle génération de l'histoire du football camerounais, ça ne me dérangerait pas, et ils ont raison, c'est la génération avec laquelle j'ai grandi, la génération Eto'o, Mboma, Marvivien Foué, Jeremy Djita, Paul Mbé, tous ces gars, et Tutti Quanti pour les Camerounais qui me suivent. Même si je pense que j'ai pas une audience camerounaise, j'ai plus une audience sénégalaise et française. S'il y a des Camerounais qui me suivent, ça a été la génération avec laquelle on grandit. Et même, ça me permet aussi de passer un peu un truc en aparté. J'ai toujours été, je pense qu'on doit mettre beaucoup en avant l'impact dans cette génération de Marc-Vivien Foué. Marc-Vivien Foué, au-delà de Rigobert Song, qu'on a toujours vendu comme le capitaine, le véritable capitaine de l'équipe nationale de cette génération-là, c'est Marc-Vivien Foué. Marc-Vivien Foué était un peu une version un peu de, si je peux un peu comparer footballistiquement, de Patrick Vieira. C'est un peu la même comparaison que je pourrais faire un peu avec lui, footballistiquement parlant, mais aussi son impact dans le vestiaire. C'était vraiment lui que les gens écoutaient. Rigobert Song était un peu le capitaine qu'on avait mis, mais qui avait un rayonnement beaucoup plus international. Faut vous rappeler de cette époque-là. Eto'o n'était pas encore la star de l'équipe nationale. Mboma était le meilleur joueur de l'équipe. Et la star internationale, celle qui était vraiment vu dans les médias, c'est qui était l'image du Cameroun à cette époque-là. Faut que les gens se souviennent, c'était Rigobert Song. Mais Rigobert Song n'était pas vraiment le capitaine. C'était Marc-Vivien Foué. C'était Marc-Vivien Foué qui était impactant dans l'équipe, qui avait même le relais avec l'entraîneur. C'était beaucoup plus Marc-Vivien Foué, dont les gens se tournaient beaucoup plus sur Marc-Vivien Foué. Tu peux même le voir dans la fabuleuse interview de Bernard Tchoutang, que dans l'émission là avec Emmanuel Petit, j'ai oublié encore le vestiaire, je pense. Ouais. Qui est une très belle émission qui est une émission très intimiste qui permet de comprendre un peu les dynamiques un peu qui se passent dans un vestiaire, qui se passe dans un groupe de foot. Et c'est là où le foot est intéressant justement. Et Marc-Vivien Foué aussi, j'aimerais souligner aussi que Marc-Vivien Foué est ça c'est un mec que j'aurais pu dire que c'est un grand homme. Dans ce qu'il faisait et qu'on a découvert à sa mort, tragique malheureusement, ce qu'il faisait énormément, même dans là-bas à Yaoundé, les stades qui conduisaient même dans son village, énormément de trucs qu'il faisait là. Même Choutang là encore, la sortie et autres et tout. Et le tout dans un anonymat et une discrétion, sans essayer de tirer la couverture sur lui, comme l'aime faire beaucoup le coco que vous voyez là. C'était un homme d'une très grande valeur. Marc-Vivien Foué. Ça, c'est les hommes que j'admire. Comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai dit plus tôt, la grandeur d'un homme se mesure pas à juste ses accomplissements, mais à son caractère. Et Marc-Vivien Foué était vraiment un grand homme. Je veux le souligner parce que c'est vraiment important que les gens le disent et tout. Je veux pas juste qu'on réduise toujours Marc-Vivien à sa mort tragique. Cet homme-là, ce qu'il l'accomplissait dans l'anonymat et tout. Et quand je vois un peu la trajectoire que sa famille a eu maintenant depuis sa mort, et ça m'attriste beaucoup, je me rends compte à quel point il était le pilier de toute sa famille. Et je dis souvent, l'équipe du Cameroun a commencé à vaciller le jour où il n'était plus là. Le jour où il n'était plus là, l'équipe du Cameroun n'a plus été le même. Regardez quand il n'a plus été le leader de l'équipe et quand il est après sa mort tragique, quel a été le parcours de cette génération-là après. Regardez très bien. Regardez la coupe, la CAN 2004, la CAN 2006, la coupe du monde ratée et un peu la CAN en 2008. Regardez bien ce qui s'est passé. Marc-Vivien Foué était vraiment le pilier de cette équipe. Le pilier. Un homme vraiment d'une grande valeur.
mais d'une très grande valeur. Le genre d'homme vraiment, je me sens petit quand je vois des gars comme ça. Vraiment d'une très grande valeur. Ce que je considère ce qui n'est pas forcément le cas du monsieur que vous voyez sur la photo. Même si je le soutiens dans sa présidence de la FECAFOOT et il a totalement raison. Mais il n'a pas la même, c'est pas la même valeur humaine. Humainement, non. C'est tout ce que j'aurais à dire sur le sujet. En tout cas, repose en paix, ma Vivien Fouet. J'espère que la situation de sa famille s'arrangera. Parce que ça m'attriste tout ce qui arrive à sa famille, à son fils, ça m'attriste tout ça là. Ça m'attriste tout ce que j'ai vu là sur ma Vivien Fouet. On n'en parle pas assez encore dans les médias. Hein. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez dans les médias, mais si j'ai un média aussi, c'est je veux aussi qu'on mette en avant un peu ce genre de trucs. Bref, l'équipe du Cameroun des années 2000 est une équipe qui a plu à ma génération, mais moi, je vais vous dire, j'ai jamais aimé le style de cette équipe-là. Jamais. Jamais j'ai aimé le style de l'équipe du Cameroun des années 2000. Surtout quand je me rappelle de la CAN 2002, qui était un somnifère. Je crois que c'est l'une des pires CAN de l'histoire l'une des pires CAN de l'histoire. Une CAN où le meilleur buteur avait fini avec 3 buts. Une CAN où c'était Olembe qui était meilleur buteur avec Mboma, si je me trompe pas. Une CAN qu'on a gagné sans encaisser de but parce qu'on avait une défense incroyable, la défense camerounaise. Une CAN qui était ennuyeuse et l'équipe du Cameroun est tellement forte et tellement impitoyable, tellement, c'est-à-dire qu'elle t'asphyxiait tellement que mais le style était chiant. Le style était chiant à mort. L'équipe du Cameroun des années 2000 est chiante. Oh, elle est chiante. J'ai jamais aimé cette équipe-là. Et je pense que cette équipe-là a cassé un peu on a tellement formé les joueurs dans nos centres de formation. Je pense à la KSA, je pense à tous au centre de formation camerounais. On a formé beaucoup les joueurs comme ceux des années de la génération là. Et ce qui fait qu'on a un football un peu très mauvais. C'est-à-dire en termes de style qui n'est pas très élégant et des joueurs un peu beaucoup plus pas fins techniquement. Si vous me demandez toujours quelle est la génération de l'équipe du Cameroun que je considère la plus belle et tout, c'est celle que vous voyez sur votre écran là. La génération du Cameroun des années 80. Elle restera pour moi toujours la plus belle. Quand tu regardes cette équipe là, comment techniquement elle était, comment même quand tu regardes le match contre l'Italie, tu te dis mais c'est pas possible, on avait des joueurs techniques. Tu regardes même la CAN, la finale de la CAN contre le Nigeria en 84, tu regardes même ce qui a été un peu, il a resté un peu quelques éléments un peu de cette génération là, quelque part un peu 90, c'est un peu le point culminant un peu de cette génération dorée qui a vraiment écrit les premières lettres de noblesse de l'histoire du foot de notre pays. L'équipe du Cameroun de cette période-là est la plus belle. C'est celle que j'adore, c'est celle que je valorise le plus, c'est celle que je veux revoir. C'est un style comme ça que je veux revoir dans notre équipe nationale parce que franchement, elle avait un jeu magnifique. Mon joueur préféré de l'histoire du football camerounais, au risque de surprendre, c'est Nini Eto'o. Ça va de soi, je sais que vous savez vraiment que moi je suis le genre qui ne va jamais suivre ce que les trucs, même si je reconnais qu'Eto'o est le plus grand joueur africain de tous les temps. C'est Abega Théophile. Je sais que pour les Sénégalais d'un certain âge, ils peuvent savoir qui est ça, mais les Sénégalais d'un nouvel âge, là, ils vont pas trop connaître de qui je parle. Les Français encore moins. Je pense que les Français, alors je pense pas que c'est tous les Français qui vont connaître de qui je parle là. Abega Théophile, que vous voyez sur l'écran là, est pour moi un peu, si vous voyez Jude Bellingham maintenant, vous voyez, vous avez vu Yaya Touré plus tôt. Yaya Touré et Jude Bellingham, ce type de profil là. Ben, je pense que le premier joueur de ce style là, je mettrais à côté de peut-être Salif Keita.
le Malien. Ils sont les premiers joueurs de ce profil-là. Abega Théophile. Abega Théophile était un fabuleux joueur pour moi. Sûrement le plus beau joueur camerounais que j'ai vu jouer en vidéo. C'est-à-dire que quand je regarde les vidéos d'Abega Théophile, il est pour moi pas loin avec Roger Mila, les plus beaux joueurs que j'ai jamais vu jouer dans l'histoire du football camerounais. Je n'ai pas connu les Jean-Pierre Tokoto, j'ai pas connu les Mbappé Lépé, j'ai pas connu les, comment on appelle ça, il y a encore qui qu'on peut citer un peu comme ça là. Coton Colbert, que mon père m'en parlait beaucoup. J'ai pas connu ces gens-là parce qu'on n'avait pas de vidéos, on n'a pas d'archives pour faire des trucs, mais des vidéos que j'ai vues et quand je revois avec mon expérience et ma connaissance, les deux joueurs les plus beaux de l'histoire du football camerounais que j'ai eu à voir, c'est Roger Mila et Abega Théophile qui est mon préféré. Abega Théophile était d'une élégance, d'une vista et d'une puissance physique. C'est Yaya Touré. Ce que vous voyez Yaya Touré et Jude Bellingham faire là, c'est ça. C'était même un petit mini Socrates, si vous voulez un peu, ce gars-là. Et Abega Théophile, je pense qu'il est le premier ballon d'or africain de notre histoire. C'était lui avant. Je pense que ça a été le premier ballon d'or de l'histoire du football camerounais. Je veux dire, il a été aussi l'incroyable artisan parce que cette génération des années 80, elle est très marquée par une équipe phare de notre championnat camerounais qui est le Canon de Yaoundé, qui est, je pense, la plus grande équipe camerounaise de tous les temps avec Oryx. Je pense que c'est ces deux clubs là, Oryx et Canon de Yaoundé, qui ont écrit les plus belles lettres de noblesse du football camerounais en club. Et le Canon de Yaoundé avait gagné la Ligue des champions africaine, je crois, 2 fois, dans les années 70, fin des années 70. Et il était le capitaine et le maître à jouer de cette équipe du Canon de Yaoundé. C'est un peu le genre de mec que tu te dis, si on était dans une génération, si on était dans le football moderne maintenant, il aurait été Yaya Touré, quoi. Ou même Roger Mila, Et je veux même un peu les gens par rapport à ça. Roger Mila, pour moi, je parle footballistiquement parlant, reste toujours le plus grand joueur, est plus fort que Samuel Eto'o. C'est juste que Roger Mila n'est pas né dans la bonne époque. Ce que Mila faisait, si je veux un peu vous expliquer un peu qui est Roger Mila, prenez Eto'o et ajoutez Benzema. Bah, c'était ça, Mila. Prenez Eto'o, là, les qualités que Eto'o, là, vitesse, percussion et autres et tout. Et prenez Benzema, là, la capacité de distribuer le jeu, là. Parfois de redescendre, parfois d'entrer dans l'histoire du foot, là, en 90, là. Il n'est pas titulaire. Il est remplaçant. Il peut pas trop jouer. Il a 38 ans. Et regardez comment il impactait les matchs à son âge. Il a fini avec 4 buts. Même le match qu'on peut gagner contre l'Angleterre, là, c'est lui qui fait la différence quand il entre. C'est lui qui fait la faute, qui provoque le penalty de Koundé. Et c'est lui qui donne la fabuleuse passe là à Ekeke. Mila, c'était un génie, un des plus grands génies de l'histoire du football. Ce mec-là. Je ne comprends pas pourquoi on l'a regardé comme le meilleur joueur camerounais de tous les temps avant que Eto'o ne vienne. Mais jusqu'à maintenant, là, même quand je regarde, là, je dis, Mila fait des choses sur le terrain que Eto'o ne peut pas faire. C'est seulement c'est comme je dis, c'était pas l'époque où les joueurs africains étaient valorisés. C'est eux qui ont ouvert la porte un peu pour que vraiment nos générations, nous, on vive un peu plus gracieusement. C'est vraiment des pionniers par rapport à ça. Mais même quand je regarde footballistiquement ce que Mila faisait et ce que Eto'o fait, Mila a plus d'impact dans une équipe que Eto'o. Hein. Ça, je voulais vous dire. Mais à l'équipe même du Cameroun, je pense pas que Eto'o a eu un tel impact dans les grands matchs comme Mila l'a eu. Je regarde intensément, oui, je laisse Eto'o cette place de meilleur joueur africain par rapport au firmament qu'il a apporté. Mais quand je regarde intrinsèquement, je dis, tu vois, Mila est quand même toujours plus fort que Eto'o. Hein. C'est wow. Ce qu'il faisait sur le terrain. Et tu parles, il avait un âge. Même quand il joue la Coupe du Monde de 82, il a 30 ans.
Il a 30 ans. Là, sur la photo là que vous voyez là, il a 30 ans. Non, cette génération, quand tu regardes, même la façon dont ils ont failli faire le triplé, là, ils ont gagné la CAN 84. Ils ont fait finale en 86 en Égypte et ils ont gagné la CAN 88. Non, c'est une génération de malades, cette génération-là. La première Coupe du Monde en 82 où ils arrivent à tenir tête à l'Italie, ils ne perdent aucun match. C'est la première fois qu'une équipe africaine n'était pas ridicule en Coupe du Monde. C'est cette génération-là. Ils n'ont perdu aucun match de la Coupe du Monde 82. Le premier but d'une équipe africaine en Coupe du Monde, ça a été dans ce match contre l'Italie. C'est pas pour rien que même quand je dis souvent aujourd'hui que je suis Camerounais, les Sénégalais d'un certain âge, je me dis, ah ouais, ils commencent à me citer les noms de ces mecs. C'est en sortant de l'extérieur, hein. Quand vous êtes au Cameroun, vous prenez pas conscience, mais quand vous sortez de l'extérieur et que vous parlez à certains mêmes gars de certain âge, ça dépend des âges. Si c'est les gens un peu de la génération en bas, de ma génération, ou c'est qui est un peu plus basse, ils vont te parler des Eto'o, trucs. Mais si vous parlez encore des jeunes, vieilles générations, ils vont te parler de Bida, Antes, ils vont te parler de Mfede, ils vont te parler de... Putain, on a eu un Thomas Nkono, quoi, comme notre gardien, c'était un Thomas Nkono. Vous vous rendez compte que notre gardien, c'est Thomas Nkono. Il était le meilleur gardien du monde à l'époque. Ce mec-là. Thomas Nkono était le meilleur gardien du monde. Il est un des grands gardiens de l'histoire du foot. Thomas Nkono a inspiré un joueur comme Luigi Buffon, John Luigi Buffon. Il a appelé son premier fils Thomas. Buffon est devenu gardien à cause de ce mec. Buffon est venu au jubilé de Thomas Nkono en 2000. Je parle de John Luigi Buffon, l'un des plus grands gardiens de l'histoire du foot. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact de cette équipe-là. Et ça, il faut le dire que un des très grands instigateurs, quelqu'un qui a permis vraiment de changer un peu l'équipe du Cameroun de cette époque, c'est un mec comme Jean Vincent. Jean Vincent qui est, je pense, un ancien joueur de Reims et qui avait été entraîneur de Nantes et qui a été un ancien joueur de Reims. Il était justement de la génération de Reims en tant que joueur, la génération de lui, Hidalgo, Raymond Coppa. Je pense que Juste Fontaine joue aussi à Reims, si je me trompe pas. Oui, je pense qu'il a joué aussi là-bas. Cette génération qui avait a été allée en finale contre le Real Madrid un peu de Di Stefano là. Il redescend un peu de ce truc-là parce que ce Reims là, c'est l'une des plus belles équipes de l'histoire du football français en termes de jeu, je veux dire. Et après quelques années plus tard, il a entraîné Nantes, le Nantes des années 70 qui a pour Nantes l'historique de Nantes. Ça aussi, j'aimerais faire un sujet sur ça. Nantes est pour moi le club français avec le plus beau jeu de l'histoire jusqu'à une certaine époque. Je pense que il faut dire un peu dans le style un peu de jeu de Nantes. L'école du football nantais a été quelque chose là. Arribas, Denouex, Henri Michel qui est le plus grand joueur de Nantes de tous les temps. Henri Michel, c'est un... Putain, ça, je ne savais pas ça de lui, mais quand j'ai découvert ça il y a quelques années, Henri Michel est le plus grand joueur de Nantes. Fabuleux joueur. Jean Vincent, il a été entraîneur de cette équipe-là. Et je pense que c'est ce style-là qu'il a implémenté dans le football camerounais. Et c'est pour ça que le football camerounais et surtout l'équipe nationale avait ce style très alléchant là. Parce qu'on avait quelqu'un qui avait une vision un peu d'un football beaucoup plus attrayant qu'un football un peu physique et tout. Et c'est ça qu'on a pu remarquer un peu dans les prochaines équipes nationales qui ont suivi après et qui ont gardé ce style-là. C'est venu à partir de Jean Vincent. Claude Roy était beaucoup plus un manager parce que Claude Roy, lui, il a une vie, il est un peu plus respecté dans l'histoire de notre foot par rapport à les victoires qu'il a pu ramener au football camerounais. Mais Claude Roy, ce que je veux dire beaucoup sur Claude Roy, c'est que Claude Roy est avant tout un manager. C'est quelqu'un qui sait gérer un groupe d'hommes un peu et qui a su aussi gérer, comment dire un peu, qui a fait beaucoup, qui sait gérer les joueurs africains, on va dire. Il a toujours su gérer les joueurs africains. Ça, Claude Leroy sait le faire. C'est un grand sélectionneur.
des sélections africaines. Mais c'est pour ça qu'en club, il a jamais été vraiment au top. C'est un mec de sélection et sélection africaine pour avoir des coups. Les CAN, peut-être aller partir une Coupe du Monde là. La version moderne de Claude Leroy, vous le connaissez tous, et qui a écrit aussi un peu sa légende, et qui est je dirais même un héritier de Claude Leroy, c'est Hervé Renard. Hervé Renard te dit son père spirituel c'est Claude Leroy. Hervé Renard c'est un Claude Leroy de pas forcément un grand technicien, pas forcément un philosophe du foot à la Rinus Michels ou à la Lucescu, ce genre de gars-là, mais à la Lobanovski, je veux dire. Je voulais pas dire Lucescu, je voulais dire à la Valérie Lobanovski, mais c'est un meneur d'homme. C'est pour ça qu'il a toujours eu les résultats qu'il a eu en Afrique, que ce soit avec la Zambie, que ce soit avec le Maroc, même qu'il a amené en Coupe du Monde et qui n'était plus allé en Coupe du Monde depuis, même s'ils sont sortis au premier tour. Et quand tu regardes un peu les matchs du Maroc de la Coupe du Monde de 2018, ça se joue à rien. Le match contre le Portugal, ça se joue à rien. La plupart des matchs qu'ils ont perdus, bon, c'était par manque d'expérience. Et aussi, je pense aussi, comme il a dit, c'est le truc qu'il a fait en Arabie Saoudite. Même s'ils ont gagné le match, ils ne sont pas sortis au deuxième tour. L'Arabie Saoudite gagnait l'Argentine. L'Arabie Saoudite gagnait un match de Coupe du Monde. Ça c'est déjà un exploit de malade. Donc, Hervé Renard, c'est ça. C'est pour ça que je me disais souvent, franchement, oui, j'aime bien qu'on ait Rigobert Song, mais si on veut avoir des trucs un peu, des résultats bruts, ça aurait pas été mal de voir un peu un mélange un peu entre Hervé Renard et l'équipe du Cameroun. Je pense pas que ça aurait été mauvais de voir ça. Au lieu de prendre Rigobert Song, je me demande pas si on aurait dû prendre Hervé Renard. C'est un peu ma réflexion. Pas forcément pour une construction sur le long terme, mais peut-être sur une construction sur le court terme si on veut gagner quelques trucs un peu. Je pense. C'était un peu, mais c'est ça, c'est beaucoup plus pour une construction de court terme. Maintenant, Eto'o s'engage beaucoup plus dans une relation long terme. C'est pour ça qu'il a mis Rigobert Song, un gars qui connaît et trucs. Et je valide aussi, hein. Je valide aussi. Mais je dis, si les gens voulaient, on était des gars qui voulaient des résultats probants. Hervé Renard, voilà. Et pour revenir encore à l'équipe du Cameroun des années 80, comme je le disais, Jean-Vincent a beaucoup apporté à cette équipe-là. Dans la structure, dans le truc et tout. Et maintenant, moi, c'est un peu un cri de cœur que je lance, que j'aimerais vraiment que dans notre centre de formation, on essaye un peu de s'inspirer un peu de ce que Jean-Vincent faisait avec l'équipe du Cameroun de cette époque-là. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à un joueur camerounais beaucoup plus intelligent, technique, qui développe beaucoup plus une intelligence de jeu et qui développe beaucoup plus une technique. Je dis pas forcément d'être espagnol, mais d'avoir un joueur camerounais comme les joueurs camerounais que vous voyez sur le truc. Est-ce qu'on pourrait encore avoir des Abega Théophile? Oui, c'est un talent rare. Est-ce qu'on pourrait avoir encore des gars comme Fede dans la Coupe du Monde de 90? Des gars qui étaient excessivement techniques, excessivement intelligents sur le terrain. C'est un peu ça que je dis un peu, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une réflexion un peu dans les centres de formation? Comment on forme nos joueurs? Quel style de jeu on s'adapte à eux? Comment on appelle ça? Quel système de jeu? Et c'est là où le DTN est très important. Qui est même le DTN camerounais là même là? Je ne sais même pas qui c'est encore. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à regarder ce que ces mecs-là faisaient pour être aussi techniques? Allez regarder les matchs de Cameroun-Italie. Tous les matchs sont disponibles sur YouTube. On ne peut plus être dans l'époque, oh, on n'a pas les matchs, tout est disponible. Vous pouvez voir. Qu'est-ce qui peut faire pour que le football camerounais revienne à un style beaucoup plus technique? Parce que je suis fatigué, hein. Moi, je suis fatigué de voir un peu toujours la même continuité de CAN 2000, CAN 2002, toujours les mêmes types de joueurs qui ressemblent à des Ndongo. Ndongo, c'est encore un joueur qui ressemble à un joueur de la CAN 2000, quoi. On dirait Anouji 2. Non, ça c'est Anouji, il était là aux Jeux Olympiques. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Est-ce qu'on peut revenir un peu à un style où les joueurs sont techniques et intelligents et savent jouer autre chose que l'impact physique? Est-ce qu'on pourrait regarder autre chose que se former à la DTN française qui détruit le football africain depuis la nuit des temps? La première génération d'entraîneurs français intéressants sont partis. Il y en a plus. Des Jean Vincent, comment il s'appelle encore, celui que je considère même comme le plus bel entraîneur français. Il était à Nantes, là. Jean-Claude Siodot, qui je considère comme le plus bel entraîneur français de tous les temps, pour moi. Par rapport à sa vision de foot, par rapport à truc. De toute façon, les meilleurs coachs qui ont été dans l'histoire de France, hein, c'est soit à Reims, soit à Nantes. Allez, entre Albert Batteux et comment il s'appelle là, le Arribas et tout ce qui est venu de Nouex, c'est entre Reims et Nantes, les plus bons entraîneurs, et quelqu'un qui a été un peu leur fils spirituel, un peu de par un peu la philosophie qu'il a adoptée et qu'il avait implémentée à Lorient. Et je pense que Lorient des années 2000 est le plus belle. L'équipe, le club de France qui pratiquait le plus beau jeu, je peux parler de Christian Gourcuff. Bien sûr, Christian Gourcuff est pour moi un des plus beaux coachs de l'histoire du football français. Ça, oui, le Lorient qu'il faisait là, c'était magnifique ce qu'il faisait avec Lorient. Il pratiquait le plus beau jeu de France. Et c'est pour ça que je suis très impatient même de voir ce que Johan Gourcuff va faire. Johan Gourcuff a une bonne tête de football, de coach. Ses analyses footballistiques m'ont toujours impressionné. J'espère le voir devenir peut-être coach s'il a envie. S'il a pas envie, bon, il fait comme d'habitude, il va se cacher là-bas en Bretagne, quoi, avec sa femme. J'ai quand même oublié de le dire, on doit parler de Frédéric Heiss. Frédéric, je sais pas comment on dit, Frédéric Heiss, l'entraîneur de Lens. L'entraîneur de Lens, lui, ça fait longtemps que j'ai pas vu un coach en France aussi brillant. Tout ce qu'il a fait avec Lens depuis des années, c'est magnifique. Et j'espère un peu qu'on puisse donner un peu, le voir un peu plus dans les tout hauts niveau. Regarde ce qu'il fait même déjà à Lens en Ligue des Champions, là, c'est incroyable. Frédéric Heiss est aussi à parler. C'est un entraîneur que je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup son évolution, où il va aller, comment il peut être dans un autre club à une haute dimension. C'est ça aussi que j'essaie de voir. Est-ce qu'il peut être aussi dans une DTN française? Est-ce qu'il peut être dans un peut-être aussi checker un peu les idées de jeu d'un mec comme ça? On ne sait pas. Mais je vais quand même parler. J'avais complètement oublié de parler de Frédéric Heiss. Mais c'est ça un peu. Est-ce qu'on ne peut pas regarder autre chose que la France? Qu'est-ce qui se passe aux Pays-Bas? Comment on forme les jeunes là-bas aux Pays-Bas? Comment on forme les entraîneurs aux Pays-Bas? Si on doit regarder à l'étranger, comment aller peut-être en Amérique du Sud? Est-ce qu'il n'y a pas des techniciens en Amérique du Sud qui peuvent être importants un peu dans notre DTN? Est-ce que ce serait pas intéressant un peu de prendre un mec comme Sampaoli, Jorge Sampaoli dans notre DTN? On a vu ce que l'impact d'un duo comme Sampaoli et Bielsa ont fait comment on appelle ça, à la sélection du Chili. Vous avez vu dans les années 2010, l'impact de Bielsa et de Sampaoli a donné la plus belle période du football chilien. Pourquoi ne pas regarder ces mecs? Des mecs qui pourraient encadrer des Rigobert Song, qui n'ont pas forcément une très grande impact tactique, quoi. Parce que c'est Rigobert Song, c'est pas un tacticien, il n'y connaît rien, mec. Il ne connaît absolument rien. Parfois j'ai l'impression que c'est Eto'o qui fait la compo de l'équipe. Il est un peu comme Aliou Cissé là-dedans. C'est des managers, des trucs, et après, ils essaient de former un groupe. Mais bon, c'est ça, voilà quoi. Oui, ça a gagné avec le Sénégal, mais bon, ça a gagné comment? Il faut aussi regarder comment on gagne, quoi. Oui, le Sénégal a fait 8e de finale de Coupe du Monde sans Sadio Mané. C'est incroyable, cette performance-là. Mais bon, est-ce qu'on peut au moins changer de style? Est-ce qu'on peut penser à jouer autrement un peu? Je fais encore là même sur plus le football africain, hein. Est-ce qu'on peut jouer autrement? Parce que moi, je suis fatigué hein, de voir ce style-là. Est-ce qu'on peut jouer autrement? On peut checker en Amérique du Sud, on peut regarder un peu. Il y a Pekerman qui est là. Il y a Pekerman qui est là. Est-ce qu'on peut pas le checker un peu? Est-ce que Pekerman c'est cher?
Est-ce qu'on peut pas amener Pekerman un peu dans la DTN? Pour qu'il, lui, il ait une, parce que moi, si tu me donnais aussi, moi, si j'étais à côté des taux, c'est des pistes de propositions que je le proposerais. Ces pistes de proposition de dire que, mais, est-ce qu'on peut pas regarder un peu parce que oui, c'est bon d'aller chercher les jeunes binationaux, récupérer, essayer de voir si on peut récupérer Hugo étiqueté, est-ce qu'on peut récupérer le petit frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, pour qu'il joue à l'équipe du Cameroun. Ouais, c'est cool. Ouais, fait toujours le mélange métis et locaux. Oui. J'aime bien le délire et autres et tout, mais plus que ça, est-ce qu'on ne peut pas avoir une mise en place d'une politique de jeu qui permettra à ce qu'on soit encore beaucoup plus, qu'on ait beaucoup plus d'attraction un peu sur le long terme? Pourquoi ne pas s'inspirer un peu de ce que certains pays ont fait? Regardons le Chili. Qu'est-ce que Bielsa et Sampaoli ont fait comme taf là-bas? On peut s'inspirer un peu de ça. On dit, mais comment le Chili, qui n'a jamais, bon, on va dire la Coupe du Monde 98, mais le Chili, pendant longtemps, n'avait pas une très grande impact en Amérique du Sud. Regarde ce qu'ils ont fait depuis les années 2010 là-bas. Comment ils ont travaillé? Qu'est-ce que Sampaoli et Bielsa ont travaillé là-bas? Regardez ce que attendez, hein, je vous dis, hein, la prochaine Coupe du Monde, hein, vous savez l'équipe qui arrive? L'Uruguay. Ils sont super jeunes et ils ont Bielsa. Ça arrive très fort. Regardez le truc qu'ils ont fait à l'Argentine dernièrement, là. Ils ont donné une leçon de foot à l'Argentine dernièrement, là. L'Uruguay, je ne fais que parler de cette équipe-là à mes proches, là. Je dis que l'Uruguay arrive en force. En force. L'Uruguay, là, avait Bielsa, là. Et les joueurs jeunes que je vois, les Darwin, les Nunez, les Valverde, tous les jeunes petits, même encore locaux que je vois, là. Il y a un numéro 10, là, uruguayen, là, qui me fait peur, là. Je me dis que voilà les gars que Bielsa est en train de former là, avec Bielsa. Pour la prochaine Coupe du Monde, j'ai peur de l'Uruguay. L'Uruguay va faire mal à la prochaine Coupe du Monde. Même la prochaine Copa América, l'Uruguay va faire mal. Je vous le préviens, je vous le dis tout de suite. L'Uruguay arrive en force. Ce que Bielsa a fait avec le Chili, il va le faire avec l'Uruguay. C'est ça que je me dis. Pourquoi ne pas essayer de regarder un peu chez certains techniciens en Amérique du Sud? Gallardo, qui fait des belles choses depuis à River Plate. Je pense qu'il a arrêté d'être avec River Plate. Est-ce qu'on peut pas lui proposer un projet très intéressant avec l'équipe du Cameroun où il implémente avec la DTN comme poste de DTN où il puisse implémenter tout ce qu'il a fait avec River Plate dans ces années 2010 là. Pourquoi on est toujours obligé de regarder la France? La France en tête. La France est le pire pays de l'histoire du foot en termes de techniciens, hein. Je parle d'entraîneurs. C'est là où même on juge la valeur d'un pays. On juge même pas forcément dans les victoires, on juge même sur les penseurs qu'il y a. Les deux plus grands pays européens qui a eu les meilleurs penseurs de l'histoire du foot, c'est deux pays. Les Pays-Bas et l'Italie. Et l'Italie est même peut-être le plus grand parce que les plus grands techniciens de l'histoire du foot sortent d'Italie. Même ceux que je déteste. Je pense à Herrera, qui est un immense technicien de l'histoire du foot, mais je déteste ce qu'il a apporté à l'histoire du foot. C'est lui qui a inventé le catenaccio. Je le déteste. Mais je reconnais son impact. Saki. Je vais parler encore Capello. La liste est longue. L'Italie, c'est Lippi, la liste est longue. Ancelotti, les Pays-Bas, Rinus Michels, Louis van Gaal, comment il s'appelle encore là? Eric Ten Hag, même si vous l'insultez là à Manchester parce qu'il a tout là-bas, je vois ce que Eric Ten Hag a fait à Ajax. Même si vous l'insultez que oui à Manchester il n'a rien fait, il a encore de faire n'importe quoi, blablabla. Eric Ten Hag, je pense que c'est un mec que si tu le mets dans un club là où il y a que des jeunes, les trucs là, il va t'apporter le résultat. Dans un club comme Manchester, qui est déjà Manchester n'est pas structuré. Manchester n'est pas structuré depuis des années avec les conneries que les frères Glazer font là-bas. Mais tu le mets dans un club typologique comme il est à Ajax ou à la truc, par exemple, Eric Ten Hag à Dortmund, ça passerait mieux que à Manchester. Là où justement on forme les jeunes, les trucs, il va être là, Eric Ten Hag va être à l'aise.
Donc voilà, c'est un peu ça que je vois. Pourquoi ne pas essayer de regarder des entraîneurs autres que des gens de la fucking DTN française qui a prouvé sa médiocrité depuis de nombreuses années. Ne le prenez pas mal, mais tout supporter qui est en France, là, je parle à mon bon auditoire français, vous-même vous le savez, la DTN c'est n'importe quoi. Et nous, Africains, la grande majorité de nous, coach, DTN, tous partent toujours se former en France, alors qu'on peut aller se former dans d'autres pays qui ont une plus grande histoire en termes de coaching, une plus grande histoire en termes de formation, une plus grande histoire en termes de compétences même, en termes de foot, je trouve. Ne le prenez pas mal, c'est la réalité. Et nous aussi, Africains, on en pâtit beaucoup parce qu'il y a toujours les gars qui vont là-bas au lieu de regarder peut-être ce qui se passe plus en Amérique du Sud. Ou en Amérique du Sud, c'est aussi là où il y a souvent des gars, des fédérations qui n'ont pas de gros moyens, mais qui arrivent à avoir des techniciens pas mal et qui arrivent à construire des choses pas mal sur le long terme. Gallardo est libre depuis là. On peut essayer de voir ce que Gallardo peut amener dans la DTN camerounaise. Qu'est-ce qu'il a fait avec River Plate? Pourquoi River Plate a autant été dominateur sur le football argentin et gagné une Libertadores. Je crois qu'il en a gagné 2. Qu'est-ce qu'il a implémenté? Les River Plate étaient d'abord en deuxième division. Il a ramené cette équipe-là en première division. Il l'a ramené au firmament du football argentin jusqu'au firmament du football continental sud-américain avec la Copa Libertadores. Pourquoi ne pas regarder là-bas? Mais bon, qui suis-je? Je ne suis qu'un simple YouTuber. Jean-Jacques, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.